Bonjour et bienvenue dans le podcast Panajou. Je vais faire ma petite intro habituelle. Moi, c'est DevTom, je suis photographe et aussi l'animateur de ce podcast. Et Panajou, c'est la plus ancienne boutique photo de France qui est située à Bordeaux. Et c'est aussi un site internet pour acheter du matériel photo et vidéo que vous pouvez retrouver sur panajou.fr. Et aujourd'hui, pour ce nouvel épisode du podcast, j'ai le plaisir de recevoir Maxime et Delphine de Entre Deux Pôles. Bonjour. Salut. Et bonjour. Vous allez bien ? On va très bien. Très bien. Ouais, Super. Merci. Oui, très bien. Delphine, Maxime, on va parler évidemment de vous, de votre histoire, votre parcours, de vos engagements aussi, de voyages, parce que c'est un petit peu ce qui vous anime au quotidien, on va dire. On va aussi parler un petit peu de matériel photo. Les gens sont aussi là pour ça, parce que c'est un podcast dédié à la photographie ou au métier de l'image plus généralement. Et justement, là, ça tombe à pic, puisque c'est photo et vidéo, donc c'est très complet. Et ainsi, on va aussi parler de votre collaboration avec Sony. Mais du coup, je vais vous laisser vous présenter et d'une manière générale, quelle est votre histoire et comment Entre Deux Pôles s'est créé ? Qui c'est qui commence ? Voilà, c'est une sacrée histoire. Alors, Entre Deux Pôles s'est créé il y a 4 ans. Il y a 4 ans, lorsqu'on a entrepris de partir en grand voyage pour une durée indéterminée, du coup, on a tout quitté en France, on a arrêté nos jobs, et voilà, on a quitté nos maisons, nos familles, nos Pyrénées, et on est parti pour un grand voyage, donc sans plan précis en tête, juste voilà, découvrir le monde dans sa globalité, et sans trop prendre l'avion, en prenant le temps surtout, et en voyageant à un petit budget. Donc on est parti avec un sac à dos, et on faisait tout à pied ou avec les transports locaux, train, tout ça. Et quand on a préparé ce voyage, on se disait, ça va être un truc trop cool et on aimerait que ça serve à d'autres personnes qu'à nous. Et du coup, c'est un peu de ça qu'est née l'idée Entre Deux Pôles, c'est de partager un peu ces aventures. Donc, on a créé les réseaux sociaux, le site internet. Et on a décidé de se lancer pour défendre une cause, d'utiliser du coup les réseaux sociaux et le voyage. On va en parler justement. Voilà. On va en parler plus en détail un petit peu après. D'accord, ça marche. C'est intéressant, oui. Et du coup, c'est là qu'est né Entre Deux Pôles. Et qu'on a commencé à voyager et à photographier. Oui. Et qu'on a acheté aussi du coup notre premier appareil photo à ce moment-là, parce qu'on s'est dit qu'il fallait vraiment être trop bien, qu'il fallait ramener plein de souvenirs et que même si on avait 2 téléphones, on voulait aller un peu plus dans l'image. Et du coup, on a investi dans un premier appareil photo, un petit micro 4 tiers de chez Panasonic, un petit X9 qui nous a suivi tout le voyage. Ouais. Oui, très bien ce petit appareil. Je l'ai eu pendant longtemps pour les photos du quotidien. Il est très chouette. Du coup, donc, ça c'est intéressant parce que j'avais peut-être pas calculé ça, mais avant ce voyage, vous faisiez pas du tout d'images, pas de photos, pas de vidéos. Pas du tout. Pas du tout. On n'a jamais suivi de formation. On s'est jamais dit petit, je vais être photographe ou autre. Et ouais, c'est vraiment pour ce voyage qu'on s'est acheté à 2. On a investi. On s'est dit allez, on s'achète un vrai appareil photo pour ce voyage-là. Et voilà, c'était notre premier. Et c'est vraiment au cours de ce voyage que du coup notre passion pour l'image et la photographie, la vidéo, ça s'est développé. Comme quoi, il faut un déclic. Ouais. Et ouais, carrément. Et là, on a eu un sacré déclic. On était vraiment inspirés, en fait, parce qu'on voyait ce qu'on découvrait, les gens qu'on rencontrait. Et du coup, l'image, ça s'est naturellement imposé comme le moyen de matérialiser, en fait, cette passion, de la canaliser même. Ça débordait un peu des fois. Donc voilà, c'était vraiment instinctif, en fait, pour nous de faire ça. Mais comme quoi, souvent le déclic chez les gens qui font de l'image et qui en font même parfois une carrière, c'est le sujet. Le sujet qui va nous intéresser, nous inspirer. Donc vous, clairement, c'est le voyage, entre autres, mais beaucoup quand même. Pour d'autres, ça va être photographier des modèles, photographier de la mode, peu importe. Mais c'est souvent ça le déclic, c'est trouver le sujet. Et des fois, on se dit pas forcément qu'on est fait pour la photo ou la vidéo, on n'y pense même pas du tout. Et puis tout d'un coup, le sujet se révèle à nous. Et là, tout d'un coup, ça devient une passion dévorante. Donc c'est intéressant. Ça fait combien de temps ce voyage ? Il y a 4 ans déjà. Ouais, on est parti il y a 4 ans. On a voyagé pendant plus d'1 an, donc là ça fait... il y a 3 ans, on revenait en gros. Là. Ouais. Mais une belle ascension quand même en 4 ans. Oui. Ah ouais, non, c'est l'histoire, elle est un peu folle parce que, pour remettre un peu aussi dans le contexte, moi il y a 5 ans j'étais prof de PS. Et Delphine bossait dans une agence de tourisme. Donc on n'était vraiment pas, je pense, dédiés à faire tout ça. Mais dans la vie, c'est vraiment ce qu'on aime et comme on la voit, c'est saisir toutes ces opportunités et surtout expérimenter plein de choses, que ce soit des métiers, des rencontres et surtout le fait de saisir plein d'opportunités qui s'offrent à nous et justement de ne pas avoir peur de les saisir et de foncer, quoi.
Tout à fait. Je comprends. Et alors, pour ce voyage, ce premier voyage, vous avez été où? Parce que tu m'as parlé du tour du monde, mais vous avez fait quoi exactement? Alors, moi, j'aime pas trop dire tour du monde parce qu'on a voyagé en Asie, en fait. On est resté sur le même continent. Ah, c'est peut-être moi qui l'ai inventé, alors. Peut-être tu l'as pas dit, je sais plus. Non, mais du coup, donc on n'avait pas de programme précis. On n'a pas fait le parcours en se disant, ouais, je vais aller voir tel pays, tel pays, tel pays. On avait tous les deux le rêve commun de prendre le transsibérien, en fait. D'accord. Donc ça, c'était un de nos plus vieux rêves. Et on s'est dit, on commence par ça. C'est notre point de départ. Et ensuite, vu qu'on ne voulait pas prendre l'avion, on traverse les frontières petit à petit. Et on voit en suivant. Donc, il y avait la Mongolie, il y avait la Chine. Et voilà. Et après, on a continué en descendant, toute l'Asie du Sud-Est. Et on a fini au Japon. Ok. Et ensuite, vous retour en France. Et c'est au Japon, ouais. Ouais. Il y a eu plusieurs éléments qui ont fait qu'on est rentré en France. Du fait que la fin d'année approchait. Ouais. Et que du coup, on pourra en parler un peu plus tard, mais que sur les réseaux, ça avait un peu monté, que des gens nous suivaient de plus en plus, et qu'on a même eu des professionnels qui ont commencé à nous suivre et nous proposer des missions en gros en France. Ce qu'on faisait à l'étranger, venez le faire chez nous. D'accord. Donc c'est aussi pour ça qu'on est rentré. Il y a tout un tas de facteurs qui se sont réunis. Tout qui s'est un peu regroupé au même moment. Et au Japon, on s'est dit, allez, feu, on rentre. Entre le train sibérien et le Japon, il coulait combien de temps du coup? 13 mois. 13 mois. 13 mois, ouais. Qu'est-ce que ça fait d'être... parce qu'on est d'accord, 13 mois sans retour en France. Oui. Qu'est-ce que ça fait d'être si loin de son pays, de ses attaches familiales, on va dire, aussi longtemps? Est-ce que c'est difficile ou pas vraiment? Je dirais peut-être plus difficile pour moi, dans le sens où... en fait, j'ai perdu ma mère 1 an avant de faire ce voyage. Et du coup, on s'est retrouvés un peu, mon petit frère et moi, dans une situation où on avait perdu notre maman et on était déjà proches de base. Mais là, ça nous a encore plus rapprochés. Et quand on a choisi de faire ce voyage, le jour où on est parti, c'est un des pires jours de toute ma vie. C'est la journée où j'ai le plus pleuré de toute ma vie, je pense, parce que du coup, j'ai laissé mon petit frère. Et même si c'était quelque chose que j'avais décidé de faire, que j'étais contente de faire, le jour où on s'est dit au revoir et où j'ai dû le laisser, ça, c'était très dur, parce qu'en plus, on ne savait pas quand on revenait, en fait. On partait, on n'avait pas de date de retour, et c'était ça qui était dur à vivre, je pense, pour nos proches. Ouais. Nous, ça allait, à part ce lien très fort que j'avais avec mon frère, qui a été dur un peu à rompre pour un certain temps. Et du coup c'était plus ça. Après, on vivait des choses vraiment très prenantes. Donc, on ne pensait pas vraiment à la vie en France ou autre, on vivait vraiment à 100% le moment présent, on va dire, chaque jour. Mais c'est vrai que des fois, on pensait à nos proches, ou des fois, il y a des appels ou des nouvelles qui font qu'on se dit « on est loin, on devrait être là pour eux ». Ça, ce côté-là, c'était un peu dur par moment. Mais sinon, dans le global, ça a largement été... du début à la fin. Ouais, carrément. Bon, moi, j'aime aussi beaucoup ma famille, mais c'est vrai que... c'est bien de le dire. C'est qu'en fait, moi, j'étais déjà parti pendant 1 an en Nouvelle-Zélande, donc ma famille était un peu habituée. Quand je suis rentré, ils pensaient que j'allais me poser, et non, j'ai rencontré Delphine, et j'aurais dit 2 mois après, on repart pour un voyage, on ne sait pas combien de temps. Donc, mes parents l'ont accueilli de façon, c'est reparti, quoi, en gros. Et... donc beaucoup moins d'appréhension, et c'est vrai que le fait de découvrir le monde jour après jour, et on a eu un voyage hyper épanouissant sur tellement de sujets, le fait de le raconter, le partager, ça nous a mis dans une spirale que on n'a pas vu le jour défiler, en fait, et au bout de 13 mois, c'est vrai qu'on s'est dit déjà, quoi, c'est c'était un peu fou, et c'est d'ailleurs aussi pour ça que quand on est rentré, on s'est dit on rentre pas pour longtemps, hein. On rentre pour 5-6 mois et on repart au plus vite. Ok. Et c'est intéressant. C'est vraiment intéressant de vivre ça, et ça a dû être les montagnes russes émotionnelles aussi, parce que tout voyage comporte ces petits points problématiques ou ces événements un peu plus problématiques. Je suppose que vous avez des anecdotes. Alors je crois que c'est la question qu'on nous pose le plus, du coup, un peu les petits, les petites galères de voyage. Mais en fait, on n'en a pas tellement eu, ou alors on les a pas vécues comme des galères, plutôt comme des expériences, j'ai envie de dire. Et franchement, quand on repense à ce voyage, je sais pas, on se dit pas à ce moment-là c'était vraiment la merde, tu vois. Non, il n'y a pas eu de gros soucis. Il y a une fois où on est allé à l'hôpital parce que je m'étais fait une entorse, mais c'était pas méchant, on s'est posé quelques semaines, et
Et voilà, enfin, j'ai quand même eu une béquille en Thaïlande, du coup il me portait pour faire les marchés. Je faisais les marchés de nuit sur son dos. Mais c'était marrant, mais voilà, non, il n'y a pas eu de... ça a été. Si, au Népal, j'ai une petite tourista, quoi, on va dire, hein, voilà. pendant 5 jours, quoi. Mais bon, c'est classique. C'est un grand classique, final, ça. Voilà, après, j'ai mangé un plat que même les locaux n'auraient pas mangé, donc bon. C'était quoi? C'était des momos. Des momos. Des momos, c'est des petites ravioles farcies, avec, tu sais pas trop ce qu'il y a dedans, des fois, si c'est végétarien ou de la viande, mais la sauce qui les recouvre. Ce jour-là, on savait pas ce qu'il y avait. Ce jour-là était un peu bizarre, mais c'était tellement pas cher, j'avais tellement faim que même après, en parlant avec un local, les chiens avaient dormi. Ah, des momos à ce prix-là, mais moi jamais j'y touche et tout. Ah oui, d'accord. Donc là, je dis ok, j'ai compris pourquoi ma douleur. Et puis voilà, mais non, pas de mauvais souvenirs, au contraire, que du positif, franchement. Et alors du coup, pendant ce voyage, c'est là que s'est développé votre compte Instagram, du coup, parce que vous avez eu envie de partager votre voyage, et le compte Instagram a pris de l'ampleur déjà dans cette première année. Ouais, alors pour en revenir au début du voyage, on a commencé par le transsibérien. Et en fait, le transsibérien, pour juste retranscrire un peu ce que c'est un voyage qui peut aller de 1 heure à 7 jours au total pour traverser toute la Russie. Nous, on l'a pris jusqu'en Sibérie, ça nous a pris 4 jours sans s'arrêter. Ah oui. Donc, il faut imaginer dans une cabine, dans un wagon même, parce qu'on était en 3e classe, qui est la moins chère, la classe populaire. Il faut imaginer des rangées de lits superposés et le bruit des rails pendant des heures et des heures, avec juste comme petit temps de pause les arrêts dans les gares, plus ou moins longs si la gare est grosse ou petite. Mais voilà, on a remonté 7 fuseaux horaires et on a passé 4 jours sur un lit banquette. Et en fait, ce rythme très monotone de remonter, un peu machine à remonter le temps, et ben c'est là qu'on s'est dit, je sais pas, qu'on a trouvé un peu une inspiration de prendre des moments de vie tout simples et de commencer à les partager et de vraiment avoir un truc très très simple à raconter, mais d'une façon, on va dire, assez belle. Enfin, c'est Delphine qui a fait beaucoup de choses sur les stories, mais elle a fait de façon très graphique, très jolie, avec des photos, des textes et tout. Et quand on a commencé à partager un peu ces stories, qui étaient un format assez long, ce qu'Instagram ne préconisait pas forcément à ce moment-là, il y a 4 ans, et bien en fait, les gens nous ont dit j'ai regardé jusqu'au bout, je pensais pas, mais vous m'avez transporté, c'était une vraie histoire. Et on s'est dit cool, il y a des gens qui sont vraiment touchés par ça. Et donc, du coup, le virus a pris un petit peu, quoi, on va dire. Et en fait, on a fait des aventures de plus en plus folles avec la Mongolie, après la muraille de Chine, un trek au Népal, tout ça. Et les histoires étaient de mieux en mieux aussi racontées parce que on a pris un peu plus de, je sais pas, on a trouvé notre rythme. On a trouvé notre rythme aussi, notre patte, et puis on s'est amélioré un peu dans la photo au fur et à mesure des choses, dans l'écriture aussi. Et donc, ça a pris de l'ampleur, quoi. Et les gens, nous, on n'a pas compris. Hein. C'était quelque chose qui nous a vachement dépassé. Mais honnêtement, au début, en le faisant, en prenant le temps c'était vraiment un plaisir de prendre des images, de mettre des mots dessus. On tenait ça un peu comme un carnet de voyage. Mais honnêtement, on le faisait parce qu'on y prenait du plaisir. Mais on s'est dit jamais personne va regarder parce que c'est trop long, il y a trop de trucs, c'est pas du tout ce qui se fait sur les réseaux sociaux. Et du coup, quand les gens se sont mis à suivre et que des fois on déconnectait dans le désert de Gobi par exemple, pendant une semaine on n'a pas eu de réseau, on est revenu, on avait pris je sais pas 3-4 000 abonnés d'un coup. Oui, c'est exceptionnel. Et on comprenait pas, quoi. Ouais. C'est vraiment assez perturbant à vivre parce que nous, on était là un peu déconnectés, du coup, dans nos aventures. Et voilà, et de temps en temps, quand on se reconnectait, on voyait tous ces gens qui étaient de plus en plus nombreux. Ouais, puis des messages de gens qui nous disent ça fait tant de jours que vous n'avez pas posté quelque chose, est-ce que ça va, vous allez bien C'était perturbant, excitant, mais un peu perturbant, quoi. Et gentil. Et hyper bienveillant. Les gens s'attachent à vous. Et mais hyper bienveillant. Mais nous, on s'y attendait pas du tout. C'est bizarre, du coup, cette sensation d'avoir plein de gens que tu connais pas et que tu n'as jamais vus, qui prennent de tes nouvelles, qui prennent le temps de t'envoyer des longs messages pour te dire que tu les inspires, qu'ils adorent sur ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment quelque chose de particulier. Oui, je me doute. Ouais. Je me doute. Et alors, qui c'est qui fait quoi entre photo et vidéo, ou est-ce que c'est vraiment très mélangé Parce que vous n'en parlez pas trop, j'ai l'impression. C'est elle la boss. Oui, donc c'est moi qui commence. Non, pas du tout. En fait, on n'en parle pas trop parce que pendant tout ce voyage, on a vraiment tout fait à deux. C'était vraiment celui qui avait le temps, celui qui avait l'envie. Enfin, voilà. Après, moi, je suis plus quand même écriture que lui. Mais maintenant que du coup on s'est un peu professionnalisé, on a dû aussi revoir notre organisation pour être plus efficace. Et du coup, on se partage un peu la partie photo, vidéo. Donc moi, je suis plus sur la photo, Maxime la vidéo. Ouais, mais
c'est pas pour lui donner tout le mérite, mais je sais que Delphine a fait énormément de travail sur les stories, chose qui, moi par exemple, tout seul, je sais que ça aurait été très compliqué, mais voilà, un style graphique et une écriture qu'elle a là. Et puis moi de mon côté, pendant le voyage, c'était un peu le côté dans l'énergie d'aller faire plein de rencontres, plein de choses aussi, et en fait le mélange de tout ça, moi un peu l'insouciance d'aller voir plein de gens, Delphine pareil, mais elle avec ce côté artistique de raconter, en fait on a trouvé un peu ce schéma à raconter. Et c'est vrai que de retour en France, quand on s'est professionnalisé, il a fallu par contre la segmenter pour avoir vraiment notre travail chacun. Mais encore aujourd'hui, on fait quand même beaucoup de choses tous les deux sur beaucoup d'univers. Justement, j'en profite, c'est une des questions que j'avais juste après. Qu'est-ce que vous faites en tant que freelance au-delà des voyages? Du coup, ça fait une belle transition puisque tu en parles un petit peu. Qu'est-ce que vous faites en tant que freelance aujourd'hui? Qu'est-ce que vous proposez comme type de prestation, j'ai envie de dire, voilà. Du coup, nous, c'est surtout... donc, on a une clientèle assez variée. On travaille pour des marques, pas mal pour des destinations touristiques, oui. Pour des particuliers aussi, comme des artisans ou des producteurs. Et donc le plus souvent, c'est des tournages ou des reportages dans le milieu de la nature, l'outdoor, la montagne, l'humain aussi, pas mal, mettre en scène des rencontres ou des gens qui ont des histoires particulières ou des métiers particuliers, des philosophies de vie aussi. On aime beaucoup du coup parce que ça nous fait rencontrer plein de gens, ça nous fait découvrir plein d'histoires et ça nous fait aussi redécouvrir notre pays parce qu'on bouge beaucoup à travers la France du coup pour capturer toutes ces images. Je ne sais pas si ce que je dis, ça illustre bien ou pas. Si, je comprends tout à fait. En tout cas, les clients qui sont venus vous voir ils ne sont pas venus vous voir pour rien. C'est lié à votre voyage, votre compte Instagram, la façon dont vous communiquez. Donc, c'est un lien forcément à ce que vous faites et ce que vous aimez surtout. Ça a été une très bonne vitrine, une super vitrine. Effectivement. C'est comme ça qu'on s'est lancé parce ils nous ont vus sur les réseaux et voilà, c'est des gens qui nous ont dit j'aime ce que vous faites, je veux que vous veniez le faire pour moi en France. C'est là que ça a démarré. C'est ça. En gros, on continue à raconter des histoires, mais des rencontres, mais en France et à travers de formats un peu plus professionnels, que ce soit pour les photos ou les vidéos, parce que nos photos elles servent à des campagnes d'affichage, à des magazines, à de la communication sur le web et les médias. Et nos vidéos, c'est pareil, c'est pour la promotion à plus grande échelle. Donc il y a un peu plus de pression dans tout ça parce qu'on le fait pour des clients maintenant, mais voilà. Et donc très lié photo-vidéo, du coup, vous travaillez tout le temps ensemble sur ces prestations? Ouais. Oui. Donc en fait, ça sert à rien de dire qui c'est qui fait la photo, qui c'est qui fait la vidéo. Finalement, vous faites tout ensemble. Oui, mais on se segmente. Pour le post-traitement, on se partage vraiment la prise de vue du coup photographique, c'est plus moi que lui, et la vidéo c'est plus lui que moi. Mais voilà, on prend tous les deux. Et c'est vraiment pour le post-traitement où là, on rentre, on a nos images. Moi, je m'occupe des photos, lui, il s'occupe de traiter les rushs vidéo. Surtout pour donner un exemple concret, quand on a un reportage pour une destination, on peut avoir 50 photos à livrer et une vidéo de 2 minutes, par exemple. Donc là, on amène tous les deux notre matériel et il faut vraiment qu'on se segmente les tâches. Donc là, Delphine est vraiment plus focus sur les prises photos. Moi, je suis vraiment plus focus sur les prises vidéo. D'ailleurs, c'est pas toujours facile de se segmenter parce qu'il faut être... cadreur et après il faut aussi des fois être un peu mannequin pour être sur les vidéos, sur les photos, donc il faut aussi un peu tout faire. Mais voilà, quand on a des missions, il y a tout à faire, on se sépare vraiment les tâches. Parce que les clients aussi vous demandent d'être présents dans les vidéos ou les photos qu'ils vous commandent. Les destinations touristiques, ils aiment bien qu'il y ait des gens sur les photos. Souvent, c'est une thématique ou alors une liste de sites qu'ils nous donnent et nous après on organise le tournage, on va sur les lieux, on prévoit les horaires, tout ça et ils nous disent si vous pouvez être sur les photos de temps en temps, on aimerait qu'il y ait de la vie, qu'il y ait de l'humain. Donc voilà, c'est pas ce qu'on préfère faire. Oui. Mais c'est vrai que pour tout ce qui est destination touristique, c'est beaucoup demandé, oui. Ouais, parce que pour moi c'est un métier supplémentaire qui est rajouté à la commande, c'est d'être figurant mannequin et quand tu as déjà tes prises de vue à penser également à dire à son collègue, sa copine, parce qu'on est un peu tout en même temps aussi, faut le dire, mais fais ci, fais ça, mets-toi comme ça. Mais c'est pas évident non plus, et pareil pour elle sur moi. Pour des gros tournages, on engagera des figurants, et voilà, parce que c'est pas possible non plus de tout faire à deux. Non, parce qu'on aime beaucoup capturer des moments de vie, mais le fait que ce soit nous sur les photos, des fois ça casse un peu justement ce moment de vie naturel, on va dire. Cela dit, si vous engagez des figurants, ça sera aussi interprété
Ouais, mais d'une nous, certaine façon. Plus libre au niveau photo, vidéo. Ah oui, ça c'est sûr. Voilà. Non, mais je veux dire, en tant qu'instant de vie, malheureusement, dans ce genre de cas, on demande à des figurantes d'interpréter, quoi qu'il arrive. Après, c'est vraiment pour un type de tournage en particulier. Exactement. Mais l'avantage aussi qu'on peut dire, c'est d'être deux, parce que souvent, quand on a des missions où c'est par exemple que de la photo et qu'on a des portraits un peu de gens à faire ou autre, il y a toujours un qui va prendre une conversation naturelle avec l'artisan ou le producteur, l'autre qui va s'écarter un petit peu, mais discrètement, et du coup, on arrive vraiment à avoir des moments hyper naturels. Des fois, on se dit, si on était tout seul, ça serait plus posé. Et... Donc voilà, il y a toujours un qui parle à notre client, on va dire, et l'autre qui prend la photo, et ça donne vraiment des belles images. Ça, c'est cool d'être à deux pour ça. Super. Alors, je pense à quelque chose que je n'avais pas noté, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Mais je pense à quelque chose, vu que ça fait que 4 ans, entre guillemets, parce que je fais les guillemets, mais on ne les voit pas dans le podcast, que vous faites photo et vidéo. Moi, je sais que j'ai pu le ressentir, ce fameux syndrome de l'imposture. Est-ce que vous l'avez ressenti à un moment donné quand on vous a commencé à vous commander des prestations ? Carrément. Ah ouais. Totalement. Déjà, du coup, parce qu'on était au Vietnam ou au Japon, et du coup, il y avait ces gens qui nous disaient je vous engage, venez faire ça, enfin voilà. Et qu'on s'est dit, mais là, il va falloir qu'on lance notre entreprise si on veut répondre à ces demandes. Et on en a beaucoup parlé, parce que ça nous semblait complètement, je sais pas, dingue. Oui. À l'époque, on s'est dit, inattendu. Ouais, voilà, inattendu. Et du coup, on en a parlé et on s'est demandé est-ce qu'on va être capable de le faire, parce que c'était un saut vers l'inconnu. Puis est-ce qu'on est légitime aussi pour faire ça, parce qu'on a tout appris de nous-mêmes, on n'a pas suivi de formation, on n'est pas... Enfin, voilà, c'est un peu parti de nulle part. Et du coup, le fait d'être légitime ou pas, on se le demande encore. Des fois, quand on est contacté, qu'on nous propose des grosses missions, des trucs importants au niveau national ou quoi... on se dit pourquoi nous, est-ce qu'on va y arriver, et enfin en tout cas on va tout faire pour, mais on part jamais en se disant ouais ça va être facile et on va gérer quoi. Non mais c'est important de le dire, j'ai pu le ressentir moi aussi, mais les gens voient par exemple s'ils tombent sur votre compte Instagram vont pas forcément voir ce genre de facettes, mais c'est aussi important de le dire parfois. C'est normal, je trouve, en fait. Quand on est autodidacte, en plus, c'est normal, ce sentiment est tout à fait normal. Mais bravo à vous, parce que vous l'avez surmonté, en tout cas, je le trouve. Et là, aujourd'hui, par exemple, à l'heure où on enregistre ce podcast, vous faites une conférence avec Sony Panajou à Bordeaux. Ouais. Voilà, bon, c'est chapeau quand même, c'est bien. Ouais, là, c'est encore un autre niveau, j'ai l'impression. Et là, pareil, on se demande aussi, entre guillemets, pourquoi nous, et comment tout ça, comment c'est un peu fou, comment c'est arrivé en quelques années. Et c'est vrai qu'avant, quand on disait photographe, vidéaste, nous on avait les images de très grands photographes, un peu réalisateurs et tout ça, et on se disait ça nous est un peu nous rêver, donc comment on peut se mettre à ce niveau-là aussi sans se mettre de grosses pressions, en faisant ce qu'on faisait naturellement pendant le voyage, mais de suite, dès qu'il y a la pression aussi un peu du client et puis du devis, forcément tu te reposes un peu et tu te dis ok, il faut vraiment que je me sorte un peu. Mais on a toujours du mal d'ailleurs à dire vraiment qu'on est photographe et vidéaste. Oui, c'est vrai. Parce qu'à chaque fois on le dit parce qu'il faut mettre un mot sur ce qu'on fait, mais on a du mal à s'en rendre compte en fait. C'est pour ça qu'au début on disait créateur de contenu aussi, qui englobait un peu la création, la communication aussi un peu qu'on fait sur les réseaux et tout, l'écriture. Donc on disait plus créateur de contenu. C'est toujours pas quelque chose d'habituel quoi. Ouais, c'est ça. Pour nous. On se cache souvent sur créateur de contenu, entre guillemets, encore je fais les guillemets, parce que je trouve ce terme imprécis, parce que et aussi un petit peu, parfois j'ai pas le mot vulgaire, j'allais dire, mais c'est pas ça. Bref, créateur de contenu, c'est le contenu, le mot qui me dérange. Vous réalisez des images. On a parfois du mal, parce qu'on a ce sentiment d'illégitimité, on a du mal à dire qu'on est photographe ou vidéaste ou réalisateur, parce que c'est des termes un peu plus nobles en fait. C'est ça en fait l'idée. Ouais. Créateur de contenu, je comprends, parfois je le dis même pour moi, et je fais parfois dans ma tête, je fais un pas de côté, je me dis oh merde, ça me plaît pas. J'aime pas trop ce terme en réalité. Ouais, voilà. Mais après ça catégorise aussi beaucoup, il y a des destinations, ils veulent pas forcément un photographe, ils veulent pas forcément un vidéaste, ils veulent des créateurs de contenu, parce que une mission terrain, ça regroupe tellement de choses différentes à faire que voilà, c'est un peu plus global, je pense. C'est comme tu dis, c'est plus global, c'est une façade un peu où on peut tout mettre dedans. Donc, effectivement, oui, mais je le comprends, je comprends pourquoi on l'utilise.
On va parler maintenant de votre engagement contre la SLA. Alors, parce que je ne le connaissais pas par cœur, pour tout vous dire, je ne connaissais même pas cette maladie, la sclérose latérale amyotrophique. Est-ce que vous pouvez me parler de cette maladie et quels sont vos engagements contre cette maladie, puisque vous œuvrez beaucoup contre cette maladie? Je vais. Allez. J'y vais. Donc oui, du coup, la SLA, comme tu l'as dit, elle est aussi connue sous le nom de maladie de Charcot. C'est souvent le mot utilisé. Du coup, c'est une maladie neurodégénérative qui est incurable et particulièrement cruelle, on peut dire. Il y a des milliers de personnes qui en souffrent, mais on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un peu un sujet tabou, parce que c'est une maladie très traumatisante, autant pour les malades que les familles des malades. Et on est toujours incapable de la guérir. La recherche prend beaucoup de temps et manque de moyens. Donc voilà, et comme j'ai dit tout à l'heure, ou je l'ai peut-être pas dit, je sais pas, c'est la maladie dont est décédée ma mère. Ça, c'était 1 an avant le voyage. Et du coup, voilà, ce voyage, comme je disais au début, on avait envie qu'il soit bénéfique à d'autres personnes, de le partager et qu'il puisse servir à autre chose qu'un plaisir personnel. Et du coup, mais malheureusement, la cause, elle était toute trouvée. On avait envie de faire quelque chose, d'essayer de faire quelque chose pour que cette maladie, elle soit plus une fatalité. Et donc, comme l'union fait la force, on s'est rapproché de la principale asso en France, qui est donc l'ARSLA, qui œuvre pour le soutien aux malades et financer la recherche. D'accord. Et en partenariat avec eux, on a lancé notre cagnotte en ligne pour collecter des dons. Et du coup, avant le départ, on a créé les SLA Challenge, donc c'est des défis sportifs qu'on s'est challengé de réaliser un peu partout dans le monde, dans chaque pays qu'on découvrait. Et voilà, et en les diffusant, à chaque fois, diffuser ces défis sur les réseaux sociaux pour en faire parler et sensibiliser, récolter des dons pour la recherche. Ouais, on s'était fixé à 10 000 € d'objectif à récolter. En rentrant de voyage, on était à un peu plus de 7 000. Et on a continué à faire ces défis en France pendant les confinements d'ailleurs. Oui, ça a très bien marché, ça a très bien été repartagé partout, donc c'était trop bien. Et là récemment, on a refait un défi sportif. On a fait pas mal d'événements aussi en rentrant en France, du coup, ça c'était bien. C'est parce vrai, qu'on a pu faire des événements, des apéros voyageurs, ou alors des événements sportifs, où du coup on rencontrait un peu les gens, vu qu'on était rentrés en France, les gens qui nous suivaient. Ça me permettait aussi de mettre des visages, d'échanger pour de vrai avec les gens. C'était vraiment chouette, et le premier c'était à Bordeaux d'ailleurs. D'accord. C'était un apéro voyageur, du coup à Bordeaux. On en a fait un autre à Tarbes, du coup la ville où on est originaire, on peut dire. Et voilà, et à chaque fois, c'était donc événement caritatif, il y avait une partie des recettes qui étaient reversées pour la recherche. Et là, on a passé le cap des 10 000 au mois de juillet. On a fait un événement sportif. J'ai couru un 100 km et en gros, j'ai demandé à tous nos sponsors et à des gens aussi, des particuliers aux entreprises, pour nous motiver, vous nous donnez telle somme par tant de kilomètres parcourus, parce que je ne savais pas si j'allais faire les 5 km ou pas. Et en fait, le défi a été pris par pas mal de gens, et au final, on a ramené plus de 3 ou 4 000 €, 3 000 € je crois. Supplémentaire, du coup, supplémentaire. On est à 13 000, on est pas loin des 13 000 € récoltés, et on va clôturer la cagnotte, parce qu'on a atteint le plafond, et qu'il y a aussi d'autres causes dont on veut parler, pour d'autres voyages, d'autres projets, et d'autres mises en avant sur nos différents réseaux. Donc l'engagement fait vraiment partie de vous, et c'est chouette de pouvoir faire bénéficier votre, j'ai pas le mot, renommée, notoriété peut-être. Notoriété, voilà, pour des causes. Donc c'est. Ouais. Il faut que les réseaux ils servent à quelque chose. Oui. C'est un super levier et on le dit à tout le monde. Ça n'avait pas trop de sens de le faire que pour nous. Bon, après c'est personnel, mais c'est vraiment ce qu'on ressentait en tout cas. Et puis le fait aussi que notre communauté elle est montée pendant ce voyage, on s'est dit elle va aussi monter pour ce défi et cette cause, et ça c'est trop bien. Oui. Bravo à vous. Merci. C'est gentil. Pour parler de voyage, et une question assez sérieuse, mais que je trouve intéressante. Lorsqu'on devient influent dans le voyage auprès des gens, comment réfléchit-on à l'impact que l'on peut avoir, je pense au tourisme de masse, parce que quand on montre un endroit allègrement qui n'est pas forcément connu du tourisme, il y a des effets de vague en fait qui peuvent être néfastes pour lui. Donc, comment vous gérez ça en fait? Est-ce que vous aviez déjà réfléchi à ça? Je suppose que oui. Oui.
Allez, vas-y. Bien sûr, je peux le dire. Bah oui, vas-y. Mais au début du voyage, pas forcément, on n'avait pas forcément conscience. Oui, on n'en avait pas conscience. Pas trop conscience. Et c'est qu'on a eu plusieurs gens qui nous ont suivis et qu'on a aussi reçu des messages dans le sens mais vous avez été là, mais c'est où précisément? Je veux moi aussi le faire. Ou alors on a vécu une expérience et les gens nous ont dit de suite oh, mais c'est génial, je veux faire pareil que vous, je veux vivre ça aussi. Et là, on s'est dit, waouh, il y a des gens qui veulent faire exactement le même parcours que nous. Ouais. Et on s'est dit, c'est pas possible parce que on prenait le temps de répondre vraiment à tout le monde. Et on disait, mais notre aventure, on l'a vécue nous en faisant toutes nos recherches, avec des essais, des erreurs, puis des rencontres aussi que vous n'allez peut-être pas forcément faire. On leur disait, on peut vous donner l'envie de faire comme nous peut-être, mais vivez votre propre expérience et vivez vraiment votre aventure. Et du coup, pour les lieux, c'est vrai que ça a été compliqué au départ. Nous, on géolocalisait, mais sans trop dire non plus, mais sans être très précis. Mais on disait, bah oui, on est en Mongolie, dans les dunes au sud, par exemple. Mais après, c'est vrai qu'on s'est rendu compte de tout ça, comme tu dis, le tourisme de masse et tout ce qui en découlait, et surtout l'impact que nous, on pouvait avoir sur les réseaux, qu'il soit positif, qu'on vient de voir avant, ou négatif avec ce qu'on parle maintenant. Oui, la transition n'était pas heureuse. Mais non, mais il faut en parler, tu as tout à fait raison, c'est une super question, et on est vachement ouvert à ce sujet, donc il n'y a pas de problème. Et donc petit à petit, c'est vrai qu'on a eu cette démarche de ne plus géolocaliser, de parler plus vaguement, et en fait, nous, notre but, c'est vraiment pas d'influencer, on déteste vraiment ce mot, parce que ça joue sur le comportement des gens, et on trouve ça très bizarre. Et nous, ce qu'on voulait, c'était inspirer. Et on trouve que la ligne rouge entre influencer et inspirer, elle est hyper fine. Et jouer dessus, c'est très très compliqué. Donc c'est pour ça qu'on parle plus d'expérience, de rencontres, d'histoire, plutôt que de lieux en particulier. Ouais, j'ai fait ça, c'était énorme, t'as vu la photo que j'ai prise. Voilà, c'est plus vraiment des expériences en elles-mêmes qu'on va parler. Parce que par exemple au Japon, on a fait des spots qui étaient juste dingues. Mais on a juste dit, on a expérimenté le nord du Japon et c'était juste waouh. Donc si vous voulez y aller, allez-y. Il y a des choses qu'on a carrément choisi de ne pas partager. Et oui, aussi des fois. On n'avait pas envie, ou des fois c'est auprès de populations particulières ou d'endroits vraiment sensibles. Et où là, on se dit, si jamais il y a du monde qui vient là, ou même s'il y a peu de personnes, mais si c'est des gens qui vont peut-être faire ça de façon un peu plus invasive, ou peut-être un peu moins respecter les lieux ou autre, on n'a pas envie, en fait. Et ça nous touche beaucoup, en plus, parce que les choses qu'on partage, c'est des lieux qui nous inspirent, en fait, qu'on aime beaucoup, ou alors c'est des personnes qui nous inspirent, qu'on respecte énormément. Et voilà. Et je pense à la fois où, je sais pas, c'était au Myanmar, je crois, où on avait rencontré un voyageur, mais il était venu parce qu'il nous suivait, et du coup on a parlé avec lui, c'était hyper cool et tout ça. Et il nous a dit, du coup, vous faites quoi là? Et du coup, on lui a dit, aujourd'hui, on est allé sur cette petite île et on a fait la rencontre d'un moine. Et c'était génial, on a vachement parlé avec lui. Au final, il nous a amenés dans son monastère et on a partagé un repas avec lui. C'était pas du tout prévu, c'était vraiment cool comme moment. Et en fait, le lendemain, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un scooter, il est allé sur la même île, il a cherché un moine et il lui a demandé d'aller chez lui. Et un repas, quoi. Et du coup, il est rentré en nous disant je suis allé dans un monastère, mais bon, il m'a donné qu'un verre d'eau, on n'a pas pu manger. Okay. Et du coup, c'est vrai que quand il a dit ça, on s'est dit waouh. Là, on se rend compte du coup de quel impact ça peut avoir. Mais c'est vrai qu'au début, tu n'imagines pas forcément tout ça, quoi. Oui, surtout qu'au début, vous n'aviez pas la communauté que vous aviez aujourd'hui, donc forcément. Vous aviez dû l'apprendre un peu à vos dépens. Exactement. Oui, c'est ça. Ouais. Et aujourd'hui, de retour en France, on se bat pour que nos réseaux restent nos réseaux aussi, parce que nos missions sont des fois axées sur la communication média, mais on se bat pour que tous nos réseaux, ce qu'on partage, ce soit vraiment nous qui le partageons, on dit ce qu'on a envie de dire, on défend les causes qu'on a envie de défendre, et on est content de voir qu'aujourd'hui, sur nos stories à la une, il y a des stories sur le climat, sur des modes de vie alternatifs, sur toujours des causes qui doivent être mises en avant, et que ça suscite peut-être moins d'interactions que des gros voyages et tout, ça c'est sûr, mais on est juste content de voir qu'en vitrine, on parle de sujets qui nous passionnent et qui sont sensibles et qui devraient être plus mis en avant sur ces réseaux. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on arrive à un moment charnière aujourd'hui, en ce qui concerne le voyage, pour les gens. Je ne parle pas forcément des voyageurs comme vous, qui ont une vraie démarche de voyage, mais des voyageurs qui vont 15 jours en vacances parce qu'ils ont 15 jours de congé. Aujourd'hui, avec le problème du climat,
Pardon, je m'étouffe. Avec le problème du climat, on se rend compte qu'on a une empreinte carbone en voyageant en avion, en voyageant en voiture, et ça devient une surconsommation et une empreinte carbone démesurée. Et là, tout d'un coup, il faudrait faire du rétropédalage, et les gens ont du mal à comprendre que le voyage, c'est un investissement, c'est de la responsabilité par rapport aux gens, ne serait-ce que les populations où on va. C'est difficile. Je pense que c'est difficile à intégrer pour beaucoup de gens. Donc voilà, il n'y avait pas de chute de fin à ce que je voulais dire, mais en tout cas, en tant que voyageur, on a une responsabilité. Vous l'avez, du coup, clairement, mais c'est pas le cas de tout le monde parce que tout le monde ne se rend pas compte encore ou on ne veut pas se rendre compte parce que c'est difficile de faire du rétropédalage. Si demain on nous dit, ça n'a rien à voir, mais si demain on nous dit les téléphones, les smartphones sont nocifs, je pense qu'ils le sont, mais ils sont nocifs et on les supprime, je pense que ça va faire du bruit. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Sûr. Non, mais tu as tout à fait raison et c'est un sujet on est très sensible et je pense que ceux qui ont une grosse part de responsabilité, c'est ceux qui partagent ces contenus voyage et que j'étais un peu cru, mais il faut arrêter aussi de faire du greenwashing sur ça et de partir sur un voyage de 15 jours en Islande pour dire que la planète se réchauffe. C'est bon, on le sait, il n'y a pas la peine d'aller faire du très beau contenu en Islande pour dire que la planète est fragile, parce que ça me fait doucement rire les gens qui du coup entre avec des guillemets aussi moi du coup ils s'autorisent des voyages juste pour dire que le monde change et que la planète se réchauffe. Ça me fait un peu doucement rire. Disons qu'on n'est plus à ce stade maintenant, quoi. On est plutôt dans le stade où il faudrait agir que constater. Que les constats on les a, ils sont un peu alarmants, donc oui, je pense que là c'est difficile de le contredire. Ouais. Vraiment, les climato-sceptiques, j'ai réussi à le dire. D'habitude, j'arrive pas à le dire. Vraiment, je les comprends plus là. C'est de la mauvaise foi là, pour moi. Mais juste pas se cacher derrière une carte green qui ne l'est pas parce que. Ou des enjeux politico-économiques qui les arrangent bien aussi, je pense, pour certains. Oui. Bref. C'est un vaste sujet. On va revenir sur vous. Juste avant de parler un petit peu de matériel et de votre collaboration avec Sony, j'ai vu sur les réseaux sociaux que vous rénovez un 4x4 Defender. Oula, oui. Un vaste sujet aussi, on peut parler longtemps. Vaste aventure. Mais en gros, c'est une bonne transition avec notre travail parce qu'on s'est rendu compte que ce travail, on l'aimait beaucoup parce qu'on pouvait le faire depuis n'importe où. Étant un freelance, on peut travailler depuis n'importe où dans le monde. Il faut juste un peu de réseau de temps en temps pour partager ou envoyer des fichiers. Mais donc c'est une grosse part qu'on aime beaucoup. Et on s'est dit, maintenant, comment on fait pour associer nos envies de repartir? Parce que ça fait 3 ans qu'on est rentré, 3 ans qu'on n'est pas reparti. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais nous, on voulait rester 5-6 mois, mais repartir. Bon, il y a eu le Covid, il y a eu notre nouveau métier qui nous a demandé beaucoup de choses. Et en fait, on s'est dit, il y a 1 an, en fait, la maison où on était, elle s'est vendue, qui était une maison de famille à Tarbes du coup, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait, on veut pas d'appartement, on veut pas s'implanter en France nous, donc on s'est dit la meilleure solution c'est d'être nomade, et donc on a cherché un véhicule et on a trouvé ce Defender qui est un 4x4 cellules. Je sais pas si les gens peuvent se l'imaginer, mais en gros c'est un pick-up avec une cabine dessus quoi, en gros c'est assez spacieux mais c'est vraiment tout terrain, donc on s'est dit c'est le parfait combo entre véhicule d'aventure, petit studio roulant et surtout une maison à l'année où on peut vivre par toutes les saisons parce qu'on peut être debout tous les deux, il y a un coin chambre, voilà, donc oui, pour moi c'est une maison, mais il y a un salon, une salle de bain. Donc on l'a acheté il y a 1 an, pile quand la maison s'est vendue. Donc en gros on a vidé une maison de famille, on a fait nos cartons et on a mis les cartons dans ce 4x4 et on s'est dit waouh, ça y est, l'aventure repart, c'est trop bien et tout. Et par contre au bout de 2 semaines je crois, on a commencé à vouloir le redécorer et le restaurer un petit peu pour le rendre plus autonome, et là on a enlevé un peu de lino, un peu plus, l'odeur est montée dans le nez, et là on s'est dit waouh, ça pue, et en fait on a creusé et notre Defender la cabine était remplie d'eau. Ah oui. Elle prenait l'eau, et comme c'était une cellule, pour faire très simple, qui est un peu comme des coques de bateau construites principalement en bois, de l'eau et du bois, ça fait pas un bon mélange, c'est comme du sucre quoi, ça aspire tout et ça moisit et ça pourrit. Et ça, on l'avait pas vu parce que c'était des zones qui étaient pas forcément logiques, bref. Donc en gros, pour faire simple, on le restaure depuis 1 an et on refait tout nous-mêmes, on a refait toute la cellule extérieure. Du coup, on découvre notre métier, celui de constructeur de cellules 4x4. C'est ça, de rénovateur de cellules, parce qu'on essaie de faire tout nous-mêmes et que ça prend beaucoup de temps et qu'à côté de ça, il faut aussi faire vivre notre entreprise parce que c'est aussi un petit budget, on va s'en cacher. Donc, on alterne les deux du coup. Ça fait 1 an qu'on alterne les deux entre rénovation, notre travail, l'animation de nos réseaux pour ce qu'on fait, et puis le fait de pouvoir avoir une maison, parce que là on a repris une location, mais
Le 4x4 est toujours pas prêt, quoi. Du coup, là, on est dans les Hautes-Pyrénées et on loue chez l'habitant, en fait, le temps qu'on ait terminé les travaux. Mais ça reste quand même une super solution. On se dit, une fois que ce sera terminé, on aura donc notre studio et on pourra repartir. Et le but, c'est de vraiment repartir parce qu'on aime beaucoup ce métier. Je pense qu'on l'a beaucoup aimé. On l'aime beaucoup parce qu'on a eu cette inspiration pendant le voyage. On a eu cette flamme qui a grandi. Donc, quand on est rentré en France, on avait une tonne, on va dire, d'hormones de création qui étaient là, quoi. Et en fait, là, ça fait 3 ans. Et en fait, cette flamme, on veut la retrouver. Dans le sens où on veut retrouver d'abord cette grosse dose d'inspiration qui nous faisait vraiment aimer l'image au quotidien, d'avoir des rencontres, d'avoir d'autres pays, d'autres langues, d'autres cultures, notre gastronomie aussi. Enfin, c'est vraiment de retrouver cette on aime beaucoup du coup le faire pour les autres. C'est vraiment une expérience trop cool. Mais là, c'est vrai qu'on a envie de le refaire juste pour nous, pour des sujets qu'on aurait choisis, pour lesquels on n'aurait aucune obligation ou contrainte. Enfin voilà, des sujets libres, juste des choses qui nous inspirent et les raconter à notre façon. Ouais, puis retrouver un quotidien fait d'inconfort aussi, de galères potentiellement. Enfin voilà, acheter un véhicule, on l'a vu, mais avoir des galères. Mais voilà, retrouver un quotidien plus minimaliste avec plus d'inattendu aussi, surtout. Ouais. Voilà. Un quotidien moins formaté. Oui, ça m'a touché parce que ça me fait penser à une très bonne amie à moi, mais que j'ai interrogée pour ce podcast, Émilie Echen, qui vit dans un van toute l'année, et c'est une aventure, hein, vraiment. Oui, c'est ça. Ouais. Mais elle en est heureuse, hein, je veux dire, je dis pas ça négativement. Non, c'est un mode de vie qu'on veut retrouver. À chaque fois qu'on a un véhicule pour une mission, pour nous personnellement, on est toujours hyper heureux. On avait fait le Japon avec un van, avec juste un lit et une petite gazinière, et sans plus, on était les plus heureux du monde. Ouais. Donc, tout prend une autre dimension, en fait, tout est plus simple, je sais pas, on apprécie tout différemment. Chaque chose est utile, en plus dans un véhicule, tu t'apprends à vraiment le petit inconfort donne plus de saveur à tout le reste, en fait. Ça décuple les sensations. Ouais, et on aime beaucoup. Ouais, et puis je le redis, mais vraiment pour retrouver de l'inconfort, pour mieux apprécier quand on rentre après notre confort, parce que je crois que quand on est rentré de voyage, c'est ce qui nous avait vraiment interpellé, de retrouver une douche au quotidien, des toilettes. On était hyper heureux de faire des machines. Je trouvais ça génial. Et ça, on va le retrouver, cette sensation de... Et on s'était même dit, tu sais quoi, quand ça redeviendra chiant de faire des machines, ça voudra dire qu'il faut qu'on reparte. C'est la jauge. Ouais. Voilà. Très bien. Du coup, pas après avant combien de temps le 4x4 ? On aimerait que ce soit vers avril, D'accord. le départ. Mais voilà, c'est hyper dur à estimer parce qu'on fait tout nous et c'est tout nouveau. Donc voilà, là par exemple, on a les meubles à faire. C'est dur de dire exactement, ça va nous prendre tant de temps. On l'estime à peu près, mais voilà, on aimerait avoir fini pour avril, mais bon. Je sais pas, on verra. C'est compliqué à estimer. Ouais, c'est compliqué. Eh bien, je vous le souhaite en attendant. On va parler de votre collaboration avec Sony et du coup aussi un peu de matériel. Quelle est la nature de votre collaboration avec Sony et depuis quand d'ailleurs ? Parce que si ça fait 4 ans que tout ça a démarré... Ça fait pas 4 ans qu'on collabore avec Sony. Non, voilà, c'était ma question. Alors, en tout cas, quelle est la nature de votre collaboration avec eux ? Alors, du coup, ça fait j'ai du mal à dire, 1 an ? Ouais, peut-être environ 1 an. Ok. Et du coup, on fait partie de l'équipe des créateurs Sony. Donc voilà, pareil, un jour, on a reçu un appel. Ouais, de Guillaume. De Guillaume, qui nous disait j'ai un truc à vous demander, on se fait une visio. Ok. Vous le connaissiez pas ? Alors, en fait, on l'avait déjà vu une fois. On l'avait rencontré ici, et grâce à Panajou d'ailleurs, on avait fait un workshop avec Guillaume, Jérémy et Béatrice. Et voilà, et c'est là qu'on avait rencontré Guillaume, on avait bien sympathisé avec lui, on avait beaucoup discuté. Alors, juste pour resituer pour ceux qui nous écoutent, donc Guillaume Cuvillier qui est manager du service pro chez Sony, et tu as mentionné Jérémy et Béatrice des The Quirky qui sont ambassadeurs Sony tous les deux. Oui, et qui ont aussi fait un podcast d'ailleurs. Et qui ont fait aussi un podcast avec moi, effectivement. Voilà. Après, pour resituer aussi un tout petit peu, on a notre premier boîtier entre guillemets pro, ça a été un A7 III. Qu'on a acheté ici en venant au magasin, où on ne savait pas trop sur quoi se diriger après notre petit GX9. Et donc on a passé 3 heures chez Panajou à Bordeaux pour trouver un boîtier qui nous correspondait. Et donc on est tombé sur la gamme Sony, qu'on a vraiment eu un bon feeling. On n'était pas parti sur Sony au début, et après on a changé.
Oui. Mais ça m'intéresse justement parce que du coup, vous avez commencé avec Panasonic. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Okay, on peut tout dire. Alors, je voulais faire des raccourcis, mais on peut aller un peu plus loin si tu veux. Mais donc, on a eu un GX9 pour le voyage qui était super, vraiment un super appareil photo. Vous l'avez gardé Et alors, non, justement, j'allais y venir. D'accord. Mais toujours un petit pincement au cœur de ne pas l'avoir regardé. Mais... En rentrant de voyage, on était toujours content de l'avoir, mais on s'est dit qu'il nous faut un autre boîtier, surtout plus axé sur la vidéo. Ouais. Donc moi, j'ai regardé beaucoup de choses. Je suis un peu geek sur les bords des fois, donc beaucoup de specs et de vidéos regardées. Et on est tombé sur un Fujifilm X-T3, qui était un hybride très polyvalent avec un capteur un peu plus grand, dans un budget qui nous correspondait aussi. Donc on l'a acheté uniquement en regardant des vidéos et par rapport aux caractéristiques techniques. Et après ça, on l'a eu 5-6 mois. Et c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, finalement, on s'est rendu compte qu'il n'y a pas le feeling qu'on attendait. Que c'est une belle machine, mais très jolie d'ailleurs. Mais voilà, ça ne matchait pas forcément. Alors, sur le papier, il avait tout pour nous plaire, mais on s'est rendu compte qu'on ne prenait pas spécialement de plaisir sans pouvoir trop l'expliquer. C'est juste un feeling, mais voilà, moi, j'y arrivais pas avec cet appareil. Je sais pas. Donc excuse-moi, c'est parce que je connais très peu Fujifilm pour le coup. C'était un APS-C du coup. APS-C, ouais. Mais c'est un super APS-C très polyvalent en photo et en vidéo, mais le traitement des photos, en vidéo, j'ai pas trop de points négatifs à lui en sortir, mais voilà, je sais pas, c'est un feeling en fait. Et ça, c'est bête, mais quand tu es en ligne devant ton site d'achat en ligne, les feelings, tu les as pas quoi, tant que tu n'as pas, pas le boîtier en main. Donc j'ai pris ce boîtier et bon, comme c'était un investissement, je l'ai quand même gardé un peu pour faire quelques projets. Et pendant ce temps-là, on avait donc le GX9 et le Fuji. Et c'est vrai que le GX9 pour la photo était un peu plus limité, donc on a switché pour passer sur un appareil un peu plus haut de gamme. Donc il a fallu à contre-cœur vendre ce petit GX9 qu'on aimait beaucoup. Et donc on a passé tout ce temps en magasin pour au final tomber sur un A7 III qui était vraiment là pour le coup, nous, un très gros investissement et puis surtout un gros gap sur un plein format, sur la monture Sony, enfin sur les objectifs aussi Sony. Mais on a adhéré à l'univers, à l'ergonomie et surtout au parc optique qui était juste immense et accessible un peu à tous les budgets. Donc on est parti là-dessus. Ouais. Et là, du coup, c'était marrant parce que autant on a passé des mois avec l'autre appareil à essayer, à regarder le résultat, j'aime pas, ou pas prendre de plaisir quand tu prenais les photos. Et je me souviens du coup de la première sortie que j'ai fait du coup, avec l'A7 III, où je me suis régalée. Je suis partie, on était en montagne, je suis partie pendant 1 heure toute seule au coucher du soleil faire des photos. Je suis revenue, je lui ai dit j'adore cet appareil. J'ai pris tellement de plaisir. Après, je resitue, on avait quand même un A7 III et un 24 mm 1.4 G Master l'ensemble est juste incroyable, qui nous a coûté... mais voilà, mais il y en a qui n'aiment pas Sony par exemple. Oui, mais du coup, c'est vrai que ce combo était vraiment incroyable et que la qualité d'image nous a juste éclaté aux yeux, quoi. C'était... Et puis changer de capteur aussi, tout simplement. Ça donne une densité à l'image qui est tout autre. Surtout sur les moments de basse lumière ou de lever du jour au coucher du soleil qu'on utilise beaucoup nous quand on va en rando ou autre, il n'y a rien à voir. Même le post-traitement était beaucoup plus fluide. Les RAW pris par la 7 III et les RAF pris par le Fuji, c'était un autre traitement beaucoup plus simple. Un nouveau plaisir dans la retouche aussi, c'est un peu découvrir un autre monde du coup. Et donc pour continuer alors sur le côté un peu geek, après le Fuji on l'a revendu et là on avait plus qu'un boîtier. On s'est dit il faut que j'en trouve un pour la vidéo parce que nos commandes étaient de plus en plus grosses aussi. Mais surtout on a fait quelques missions qu'avec ça du coup. Mais les commandes vidéo étaient un peu plus impressionnantes on va dire, et donc il y a eu la 7S III qui est sortie. Et là on s'est dit ok, ça fait un peu rêver. C'est vrai que c'était l'appareil photo vidéo un peu parfait quand il est sorti. D'ailleurs, c'est toujours un peu notre appareil photo parfait, mais on s'est dit ok, on va se renseigner, on va voir, et on a pris vraiment le temps. On est venu faire un workshop du coup ici avec donc Jérémy, Guillaume et Béatrice. Donc une belle présentation de la 7S III. On l'a eu en main, on l'a testé, on a pris le temps de réfléchir aussi parce que c'est plus le même investissement là, c'est vraiment un autre monde. Mais voilà, on a contrebalancé les propositions qu'on avait, l'investissement qu'on allait y mettre et ce qu'on allait s'y retrouver. Et on a franchi le cap et voilà, sacrée machine. Et du coup, c'est à partir de là qu'on a totalement basculé dans l'univers Sony, vu que voilà, tous nos boîtiers l'étaient. Et voilà. Et entre votre travail et le matériel, ça a attiré Guillaume, du coup, qui vous a connu voilà, c'est ça. Via ce workshop. Via ce workshop. Ouais. Du coup, on a beaucoup sympathisé et on est resté en contact. Et puis, du coup, un jour, il nous a rappelé
Et voilà, il nous a dit que ça faisait 2 ans maintenant qu'on travaillait avec du Sony, qu'on photographiait avec du Sony, et que toute l'équipe aimait beaucoup ce qu'on faisait, et que du coup, il recrutait trois créateurs en France, et que du coup, ils avaient retenu notre profil, et que, ben voilà, est-ce qu'on acceptait ou pas de devenir créateur Sony. On a pris le temps de réfléchir, on ne savait pas trop. On a sauté sur l'occasion et on a dit, encore une fois, nous, ça, voilà, comme tu disais, le syndrome un peu de culpabilité, on s'est dit, ouais, mais pourquoi nous et tout. Et voilà, on a évoqué les raisons et on a dit, on est carrément chaud. Donc, Justement, ça a dû vous donner un petit peu d'assurance, le fait qu'une marque s'intéresse à vous, quand même, c'est pas rien. Oui, c'est une reconnaissance, c'est sûr. Voilà, surtout Sony, quand ils sont tous les deux et qu'ils te disent pourquoi ils t'ont choisi à toi, que Sony France est OK, Sony Europe aussi. C'était quand même... Et puis nous, on savait pas trop quoi dire. Du coup, en plus, il nous dit, ça vous dit oui, mais pardon, merci, je sais pas, c'est pas ce qu'on doit dire. C'était en visio en plus, donc c'est encore un peu différent, mais non, très très grosse nouvelle et très très grosse mise en avant de notre travail et c'est génial, quoi. Et là, du coup, c'est une chouette reconnaissance. Avec cette entrée chez Sony Creator, on a eu l'occasion d'avoir la 7.4 qui, là, pareil, est un hybride hyper polyvalent et on peut pour l'instant en dire vraiment que du bien, et il nous suit partout pour nos missions et c'est notre nouveau meilleur pote. Et alors justement, quelle est cette nature? Parce que vous n'êtes pas ambassadeur, donc il y a une vraie différence entre les deux. Est-ce que vous savez vraiment faire la différence entre ambassadeur et image créateur? Parce que moi, je mélangeais tout. Je pensais que c'était ambassadeur, tout le monde était ambassadeur, mais c'est pas le cas. Mais en fait, pas vraiment, parce qu'en tout cas, je trouve que Sony le fait pas trop ressentir justement la différence entre les deux. Effectivement. Et c'est cool parce que voilà, il crée des événements et voilà, le dernier, on n'avait pas pu y aller parce qu'on avait du travail. Mais voilà, où les ambassadeurs, les créateurs sont tous réunis et voilà, on fait un week-end thématique photo ensemble et tout ça. Donc c'est vrai que cette différence-là, ils la font pas trop ressentir et c'est plus comme une famille en fait. Je sais pas. Ils ont agrandi leur famille de chez Sony. Après, peut-être que par contre les ambassadeurs ont plus d'obligations, de responsabilités que au nous. Niveau de la marque, au niveau de la mise en avant sur des gros événements ou autres, c'est comme le salon de la photo et ça demande plus de temps, je pense. Plus de workshops, plus de... Oui, voilà, c'est ça. Tandis que nous, ce qu'on nous demande, c'est plutôt de continuer à faire ce qu'on fait, en fait. Et voilà, de temps en temps, on anime des événements comme celui de tout à l'heure avec eux. Mais voilà, c'est montrer par notre travail ce que peuvent réaliser les appareils, les optiques Sony, et voilà un peu l'univers d'être ambassadeur entre guillemets de l'univers de la marque. En tout cas, représentant de la marque. Exactement. Voilà, on peut le dire comme ça, et c'est déjà super chouette. Partager notre expérience sur les réseaux aussi avec notre matériel, parce que ça intéresse les gens souvent. Pourquoi ce matériel, comment il fonctionne, est-ce qu'on en est content ou pas, et de dire naturellement comme on fait pour nos expériences, de ce qu'on en pense, et voilà. Très bien. Et alors, au-delà des appareils Sony, parce qu'il y a quelque chose que Sony ne fait pas, c'est les drones. Vous travaillez aussi avec des drones, je suppose? Oui. Oui. Ah, c'est moi qui parle. C'est moi le pilote. C'est toi le pilote. Ouais, on a toujours été un peu fasciné et attiré par les images aériennes. Et c'est vrai qu'on a toujours trouvé ça incroyable de prendre des images comme des oiseaux un peu. Donc on a acheté un premier drone en voyage, qui était un Mavic Air, qui nous a suivi quasiment tout le voyage, enfin toute la seconde moitié du voyage. On en était hyper contents, tout petit, pratique, premières images vues d'en haut, quoi. Donc trop bien. Et en rentrant en France, c'est vrai que c'est un atout qui est indissociable de notre métier maintenant. Donc j'ai passé ma certification télépilote et on a investi dans un Mavic Air 2, du coup, qui était là aussi un super drone rapport qualité-prix, et puis l'encombrement, parce qu'on fait beaucoup de montagnes, donc il fallait que ça reste un peu petit. Donc des belles images aériennes, et le fait d'avoir la certification nous a permis d'avoir accès à des zones de vol, surtout en ville, en agglomération, qu'on a pu avoir du coup. Oui. Et donc... Même ne serait-ce que pour commercialiser du coup les photos et commercialiser nos films, images. On avait besoin du coup d'avoir cette certification. Et c'est un atout dont on peut pas se passer, on peut plus se passer, parce que c'est vrai que les destinations par exemple c'est indissociable. S'il n'y en a pas de drone, pour eux ils sont assez réticents. C'est devenu bien normé le ouais, drone. voilà.
Bref, faut avouer que c'est rentré, ça a été accessible en fait au grand public par DJI notamment. Ils ont été très forts là-dessus. C'est vrai que maintenant on en voit partout et c'est normal parce que ça offre un point de vue qu'on n'a jamais vu auparavant, à part dans le cinéma. Et c'est ça qui fait une sacrée différence. En fait. C'était les hélicoptères donc. Oui. Et j'ai une question parce que moi j'ai un Mavic Pro, mais alors je crois que c'est le tout premier. Je dis je crois parce qu'il est dans un placard, je l'utilise plus depuis longtemps. Il y a une différence entre Mavic Air et Mavic Pro, c'est quoi? C'est la taille, il y a aussi les capacités, je sais pas exactement. Alors si on prend le Mavic Pro 1, je vais pas dire de bêtises, mais je crois que le capteur du Mavic Air 2 est quasiment équivalent en taille. Mais en tout cas le Mavic Pro 2 avait un capteur plus grand et du coup offrait une plus large plage dynamique, notamment sur les hautes et basses lumières. Et une qualité d'image qui était quand même supérieure. Et en gros, le Mavic Air, le format est plus petit, capteur un peu plus petit, par contre une super batterie, puis le format qui tient un peu dans la main, quoi. Donc un super rapport, je disais, encombrement, prix et qualité d'image. Mais là, du coup, on l'a vendu pour passer sur une gamme supérieure. Voilà. Ah d'accord. Parce que c'est vrai que par contre, petit capteur, donc aussi petite... Non. Surtout quand tu mélanges au montage des vidéos faites avec les boîtiers Sony et puis c'est ça. Le drone, ça. Pour la photo aussi, il y avait quand même certaines limites en post-traitement. Surtout sur les basses et les hautes lumières, encore une fois, sur les fins de journée ou les débuts de journée, il y a des informations qui étaient très compliquées à récupérer sur... Des fois, il me donnait des photos et je râlais un peu quand je les retouchais sur Lightroom. Non, puis l'autonomie, il apportait plein de choses. Et là, on s'est décidé à prendre un Mavic 3 classique avec un capteur micro 4 tiers. Donc ce qu'on a dans le GX9, on va le retrouver sur un drone. Et là, on se dit incroyable. Donc on a hâte de pouvoir l'avoir. Et puis nous, dans les Pyrénées, on a un terrain de jeu qui est juste incroyable. Donc voilà, une autre dimension encore aux images aériennes. Et, c'est avec un objectif Hasselblad ou... Oui, Hasselblad, ouais. Ça, c'est fou quand c'est arrivé, ça. C'est ça. Parce qu'en fait, je ne savais pas jusqu'à récemment, DJI a pris des parts d'action chez Hasselblad et c'est pour ça qu'il y a eu ce rapprochement. Je crois pas qu'il soit propriétaire complètement de Hasselblad, mais en tout cas, le rapprochement s'est fait par la prise d'action. Donc moi, quand j'ai vu Hasselblad sur DJI, j'ai dit quoi, comment C'est deux mondes différents presque. Exactement. Mais non. Donc du coup, de belles qualités optiques avec les Hasselblad sur les drones. On l'a pas encore eu en main, donc mais de tout ce qu'on a entendu parler et des retours de gens qui font vraiment que ça, ils sont vraiment bluffés par la qualité et surtout la récupération des informations sur des moments clés comme qui sont les levées ou couchers de soleil qu'on utilise beaucoup sur nos prestations et puis même pour nous-mêmes. Donc et puis en photo aussi, on va vraiment avoir, je pense, un autre niveau en définition. Donc on a hâte de l'avoir. Je m'en doute. Non, ça va être cool. Ok, super. On approche bientôt de la fin de ce podcast. On va juste évoquer l'avenir du coup avec vous. Qu'est-ce que vous comptez faire déjà pour vous personnellement? On en a un petit peu évoqué. Vous avez des envies de voyage, je m'en doute. Est-ce que vous avez déjà des idées précises de voyage? Est-ce qu'on peut en parler ou pas? Le teasing. Vous en avez jamais parlé sur les réseaux sociaux? Si, on sur les réseaux un petit peu, mais en fait on a appris à moins se projeter avec la situation qu'on a vécue via la pandémie et via maintenant les situations politiques. Les guerres, le climat. Oui, il y a ça aussi, c'est vrai. Ça rend le voyage plus incertain. C'est complètement différent. La période entre celle où on a préparé le premier et celle-là où on prépare le second, il y a beaucoup de choses qui ont changé, qui sont devenues plus instables et qui ont évolué. Donc voilà, puis on n'aime pas aussi trop se faire des films tant que rien n'est concret. Mais voilà, ce qu'on aimerait, c'est en gros partir du sud-ouest de la France et rallier l'extrême est du continent. Et donc repasser par l'Asie centrale parce qu'on a beaucoup, beaucoup aimé ce qu'on a découvert là-bas. Et il y a des gens aussi à qui on a promis de revenir. Donc voilà, et là on a le 4x4, donc ce serait vraiment l'idée de voilà, un peu ce fil rouge de se déplacer vers l'Est. Et passage obligé par l'Asie centrale. Et voilà, et après vivre au jour le jour, se laisser guider par nos envies, les aventures, les gens qu'on rencontrera. Parce que voilà, on aime vraiment ça pendant les voyages, être flexible, pas avoir un programme. Et rencontrer quelqu'un, et souvent ça s'est passé comme ça, et je fais ça dans la vie, suivez-moi, venez avec moi, demain on fait ça, et puis pouvoir dire oui, et pas dire j'ai un bus, ou j'ai un avion à prendre, ou non, j'ai réservé mon hôtel dans... Tu vois, vraiment être libre et autonome, et voilà, se laisser un peu porter par tout ça, prendre le temps de faire la route.
et prendre du plaisir à refaire des images pour nous, à raconter des histoires, des endroits qu'on découvrira ou des populations qu'on découvrira. Retrouver l'inspiration aussi, comme vous disiez. Ouais, c'est ça, un peu l'inspiration première. Garder la flamme allumée. Puis se laisser porter par l'imprévu, quoi. C'est comme disait Delphine, pouvoir dire oui un peu à cet imprévu et ça nous ferait vraiment, vraiment beaucoup de bien, parce que quand on reparle encore de ce voyage, les gens quand ils nous disent qu'est-ce qui vous a marqué, de ce qu'on met par pays, c'est une tête en fait, c'est une rencontre, c'est une personne et ça on veut le retrouver aussi, ou un truc totalement imprévu, comme au Sri Lanka qu'on a dû faire une petite action humanitaire en achetant des livres pour une école chez quelqu'un qu'on connaissait pas, quoi, du coup. Donc c'est des choses comme ça qu'on veut re-raconter. Et voilà, c'est pour ça que quand on parle de ce voyage, on a toujours un peu d'émotion, parce qu'on veut revivre vraiment ça, et quand on revoit ces images, ça nous anime, quoi. Donc c'est vrai qu'on l'a pas évoqué pendant ce podcast, mais on a parlé de vos voyages d'une manière très dézoomée, on va dire. Ouais. Mais vous avez rencontré, je suppose, beaucoup de gens qui sont devenus pour certains des amis, très certainement, avec qui vous avez gardé contact. Oui. Donc ça donne envie d'aller les revoir, forcément. Oui, exactement. Oui. Du coup, c'est compliqué, parce dans chaque pays, il y a quelqu'un à qui on a dit qu'on reviendrait. Mais c'est vrai que c'est des liens assez forts, parce qu'on ne les rencontre pas dans un contexte traditionnel. Ouais. Et voilà, on vit des expériences avec eux. Puis il y a aussi le fait que ce soit d'autres cultures, d'autres langues, et c'est super enrichissant. Et du coup, d'un côté comme de l'autre, il y a vraiment une relation enthousiaste qui se crée et qui dure. C'est trop cool. En général, pour nos anniversaires, on a des appels en plusieurs langues différentes. Ah oui, La dernière fois, c'était un visio avec tous les enfants de l'école du Sri Lanka qui disaient qu'ils se souvenaient de nous, que quand c'est qu'on revient et tout ça. Ouais. Bon anniversaire, c'est... j'ai un peu des frissons quand on en parle, mais ou même Pavel en Russie, le pauvre qui vit pas du tout un contexte facile en ce moment. Mais voilà, avec qui on arrive à toujours garder le contact, qui nous envoie des petites cartes de Noël en russe chaque année. Ça donne envie d'apprendre le russe aussi à chaque fois. Ouais. Donc, c'est chouette. Et là, ça serait pour partir sur une période indéterminée ou vraiment vous allez cadrer? Alors je vous demande ça parce que je pense maintenant vous avez une entreprise. Et oui. Du coup, comment ça se passe par rapport à ça Comment il nous ramène à la réalité de suite. Je suis désolé, je suis très... Oh là là. Je suis très terre à terre, moi. Non, mais oui, bien sûr, on y pense. C'est vrai, on y pense aussi. Puis on a aussi, nous, les projets qui avancent au fur et à mesure de notre évolution. Donc c'est vrai que quand t'es un peu plus jeune, plus fougueux, tu te dis allez, je me casse, c'est bon, on verra quand on rentre. Et après t'avances, et puis tes projets évoluent, tes envies aussi. Et là, je crois qu'on a passé ce cap de cette fougue un peu, de partir vraiment à une durée indéterminée, parce qu'on se rend compte aussi qu'on a des super moments à vivre chez nous, des caps qu'on a envie de passer avec nos amis et nos proches, qui sont normaux et qu'on a envie de savourer, on va dire. Donc ça sera pas une durée indéterminée. On veut repartir par contre sur du long terme. Donc on veut trouver un équilibre entre partir sur du plus ou moins long terme et revenir en France pour continuer notre activité, mais aussi sous d'autres formes. Et ça sera pas comme le premier voyage, on partait en se disant ok, peut-être qu'on revient que dans 5 ans, ou peut-être ça sera dans 10 ans, on sait pas. Là, on sait qu'on part pour du assez long terme, mais que si c'est 1 an, à partir de 1 an, on se dira bon, faut peut-être qu'on rentre, ou 1 an et demi, ou peut-être un peu moins. Ça dépendra vraiment de la situation, des événements. Je me doute que vous allez recevoir quand même des demandes, continuer à avoir des demandes de la part de clients, et du coup c'est compliqué à gérer en disant aux clients on revient dans longtemps. Oui. Ouais. Non, mais c'est dur de dire non déjà de base quand on nous propose des chouettes missions, tout ça, mais on a déjà un peu d'exercice avec le 4x4 du coup, parce qu'on est obligé de s'organiser pour pendant 3 mois on est à fond sur la rénovation, le bricolage, tout ça. Après là on dit ok stop, à partir de maintenant on accepte d'autres missions, et là on part par exemple pour 3 mois de tournage, et après à partir de ce moment là on dit ok là on n'accepte plus aucune mission pendant tant de temps. Voilà, on apprend aussi cette gestion-là, mais d'un côté c'est cool parce qu'on est à notre compte et qu'on a la liberté de pouvoir le faire pour mener d'autres projets assez prenants aussi à côté. Donc voilà, ça a des bons et des mauvais côtés. Quand on est jeune, on peut enchaîner aussi, donc c'est alors je dis pas que c'est facile, mais je veux dire c'est moins facile quand on vieillit, plus on vieillit, c'est moins facile. Donc, sûr. Comme je disais, après les projets, les envies évoluent sûr, aussi. C'est prenant. Et là, en voyage, on verra.
Et alors, je suppose, excuse-moi, je t'ai coupé, mais je suppose que vous avez peut-être réfléchi aussi à travailler pendant votre voyage ou vraiment pas du tout, c'est 100% plaisir. On sait qu'il y a des choses qu'on peut faire à distance. Par exemple, quand les marques nous envoient des produits pour qu'on fasse des shootings, souvent ils nous les envoient parce qu'on est dans les Pyrénées, donc on part faire des shootings en montagne. Et là, selon les milieux où on sera, on sait que voilà, qu'on peut recevoir des produits parce que justement on est en Mongolie et qu'ils veulent cet univers-là et que du coup on va shooter voilà, pendant le voyage, et le post-traitement, on peut le faire dans le 4x4, on aura un peu l'installation électronique c'est prévu, donc ce type de mission. Et dans tous les cas, on sait que c'est pas du temps perdu professionnellement de faire des choses que pour nous. Parce que c'est en faisant des choses pour nous et par plaisir qu'on a été amené à faire ce métier-là. Donc on sait que voilà, si on réalise quelque chose pendant ce voyage, que ce soit des vidéos ou des photos, que c'est vraiment des choses qui nous passionnent, qu'on prend du plaisir à le faire, déjà ce sera pas du temps perdu. Et c'est aussi comme ça que des gens peuvent voir ce qu'on fait naturellement, qu'on n'est pas engagé par quelqu'un. Et c'est ça aussi qui peut leur donner envie de dire « Ok, quand vous rentrez, j'ai envie de faire tel projet avec vous. » Et voilà. Non, mais c'est chouette. C'est pour ça ma question n'était pas pessimiste, c'était juste. Je me posais la question. Je pense que les gens, se posent la question. Mais effectivement, si vous avez des clients aujourd'hui, c'est parce que vous avez fait ce voyage, parce que vous avez fait ce pourquoi vous aimez. Ça. Donc là, il y a d'autres opportunités qui arrivent. Je pense que c'est comme depuis le début, on va les saisir, on va suivre un peu notre instinct et puis on verra pour la suite. Mais ça peut nous ouvrir, je pense, que des belles portes. Et puis si on s'est trompé sur ça, on ne sera pas vraiment trompé, mais si c'est totalement l'inverse qui arrive, c'est pas grave, on fera totalement aussi d'autres choses à côté. On est très curieux, on aime bien essayer plein de choses, et on fera sûrement plus métier dans quelques années parce qu'on aura envie d'essayer complètement autre chose. Je sais pas, d'être menuisier ou j'en sais rien. Enfin, on est vraiment curieux de plein de choses, et on sait qu'on veut avoir plusieurs métiers et plusieurs expériences dans une vie. Donc voilà, on n'organise pas le futur par rapport à ce métier-là. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous souhaite le meilleur, en tout cas, pour tout ce que vous allez entreprendre. Et je vous souhaite aussi une bonne conférence aujourd'hui même, à l'heure où on enregistre ce podcast. Donc, merci beaucoup, Delphine, Maxime. Merci d'avoir accepté cette invitation à ce podcast. Grand plaisir. Et puis, pour nos auditeurs qui nous écoutent, je vous rappelle juste que vous pouvez noter le podcast selon la plateforme sur laquelle vous écoutez, que ce soit Spotify ou Apple Podcast. Je sais qu'il y en a d'autres, je connais que ces deux-là. N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Je sais qu'on ne peut pas laisser de commentaires sur un podcast en particulier, mais sur la chaîne du podcast en général. N'hésitez pas quand même à nous poser des questions, si vous avez des questions à Delphine et Maxime. En même temps, je pense que vous êtes rodés, vous avez un sacré réseau social qui vous permet d'être en contact avec les gens. Je vous remercie d'écouter ce podcast et à très bientôt pour une nouvelle émission. Salut! Salut!